Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de vous connecter à ce dialogue MR21. Je vais encore laisser 2-3 minutes pour que les personnes qui se connectent arrivent. Je vais laisser le 5 minutes français. Et puis ensuite, on démarrera. Voilà, on est en très petit comité. J'espère que ce petit comité va s'allonger, parce que ce serait dommage de rater un sujet pareil. J'ai concurrence avec le beau temps. Ouais, les concurrences avec le beau temps, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup eu cette année. Mm. On va pas non plus les faire à 22 heures, hein. Ouais. On fait ça, Eric, on se dit 35, on démarre si ça te. D'accord, ça me va très bien. Plus ceux qui ne trouvent pas les liens. Mm. Bon, je vous propose de commencer. On est en vraiment tout petit comité. J'espère vivement que les retardataires vont rapidement arriver. Alors, j'ai le plaisir donc d'accueillir Éric Brel, qui est donc expert chargé du développement des applications spatiales vers le maritime et les outre-mer au sein du CNES. Alors, plaisir à Bonjour à tous. triple titre cette Ah fois-ci. oui, Puisque je me permets de tutoyer Éric parce que Éric et moi nous connaissons depuis maintenant, on a fait le calcul, 13 ans. Et Eric, moi-même et un petit groupe d'autres personnes, dont certaines sont connectées ici, ont été à l'origine de la réflexion qui a mené à la création du MR21. Donc, Eric est un historique du MR21. ça nous Euh, rajeunit ça. ensuite, la deuxième raison, bah, c'est parce que Eric est lauréat du prix MR21 et qu'on avait rarement, et voire même jamais encore eu l'occasion d'organiser un dialogue autour d'un prix. Et c'est vrai que pendant le forum, la remise du prix MR21 passe très vite et on n'a pas l'occasion de détailler les projets. Donc, c'est l'occasion ici de détailler les projets. Et troisième raison, et non des moindres, c'est que l'ADN du MR21, c'est vraiment de réussir à transposer les questions de durabilité dans l'entreprise et de montrer à quel point l'entreprise peut et doit participer à l'évolution des modèles vers la durabilité. Et on essaye, dans la mesure du possible, de trouver des exemples concrets de cette logique. Et là, on a l'opportunité avec Eric d'avoir vraiment cette transposition de la théorie à la pratique et à double titre. D'abord parce que c'est le spatial mis au service du monde marin, et Eric va détailler ce point-là, mais parce que c'est aussi une manière de bien pouvoir montrer que c'est la collaboration qui permet de faire avancer les modèles. Et Eric, je pense que tu pourras en parler également. Il y a énormément en fait de collaboration du CNES avec énormément d'organisations autres.
et de même que tu es très sollicité par un certain nombre d'acteurs pour mener des projets ou qui proposent des projets allant dans le sens de la préservation du monde marin. La raison pour laquelle ce projet a été couronné du prix, c'est parce qu'il répond à une double urgence, à un double constat, l'urgence écologique d'une part et son impact sur le monde marin, et d'autre part, l'essor des technologies spatiales et leurs multiples applications. Donc, peut-être, Eric, je vais te laisser la parole pour à la fois présenter comment ces deux enjeux se croisent et plus spécifiquement contextualiser la raison pour laquelle l'océan est au cœur du sujet et la manière dont c'est devenu une des grandes activités du CNES. Merci beaucoup, Marine, et encore merci pour ce prix. Ça m'a surpris, mais c'est super. Et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter d'abord un petit peu rapidement le CNES. Donc, le CNES, c'est l'agence spatiale. Nos missions de base, c'est de permettre aux acteurs étatiques français de disposer de l'accès au spatial, donc aussi bien du côté scientifique que du côté de la défense. Côté scientifique, c'est aussi bien dans l'exploration, donc tout ce qui est tourné vers l'au-delà de la Terre, et puis l'autre côté, c'est tourné vers la Terre, vers l'observation de la Terre. Et dans le cadre de ces missions, depuis plus de 60 ans, le CNES a pris une certaine importance au niveau mondial, et on travaille avec 44 organisations spatiales internationales et plus d'une centaine de pays sur les activités spatiales. On est un des atouts de la politique internationale de diplomatique de la France. Dans ce cadre-là, on s'est aperçu rapidement, il y a quelques années, l'évolution de l'écosystème du spatial avec la montée des startups. Et dans ce cadre-là, on y a réfléchi et on a construit un programme qui s'appelle Connect by CNES et dont on s'est vite rendu compte que pour aider des startups, des petites entreprises, voire même des grandes entreprises à se modifier pour aller vers des systèmes plus durables, il fallait surtout s'appuyer sur les besoins des institutions de suivi de tout ce qui est lié à la gestion de notre planète, à l'aménagement du territoire, tous ces aspects-là. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place ce programme Connect by CNES qui offre plusieurs services aux acteurs du spatial et aux acteurs économiques qui veulent utiliser du spatial. Et derrière, on a structuré un peu toute notre intervention en fonction de thématiques. Et donc, pour ma part, j'incombe de tout ce qui est lié à l'industrie du maritime, mais aussi à l'utilisation du spatial pour toute l'application des institutions diverses et variées. Donc le maritime, mais aussi les Outre-mer. Alors pourquoi les Outre-mer? Parce que grâce aux Outre-mer, la France est le deuxième pays en termes de zone de ZEE, donc d'espace maritime. Les Outre-mer, c'est 94% de cet espace, donc c'est quand même assez important. Et donc, ça m'a amené à construire une stratégie de développement du maritime avec le spatial qui s'appuie sur tout un tas d'outils. Et surtout, je suis parti de tout un tas de constats. Donc, je vais vous rappeler un petit peu. Donc, l'océan, c'est quoi? C'est d'abord au niveau mondial, il y a dans les ODD, les fameux ODD, c'est l'ODD 14. Et en fait, le constat est que cet ODD est le moins travaillé et celui qui dispose le moins d'indicateurs. Et le spatial, avec sa couverture mondiale, vraiment, on peut y participer. Mais aussi, le maritime, enfin la mer, c'est le domaine qui est le moins bien connu. On a tendance à dire que l'espace est mieux connu que la mer, donc il y a un fort intérêt. Et pourtant, il est impliqué au premier abord par tout ce qui est changement climatique, perte de biodiversité, et surtout pour la cause un peu de tout ça, ce qui est l'augmentation de la pression anthropique, l'augmentation de la pression de tous les gens, de nous tous, l'humanité. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce cadre. Il y a d'abord l'augmentation des résidents sur le littoral.
En France, à peu près, la densité de population sur le littoral est 2,5 fois plus élevée que sur le reste du territoire et c'est en forte augmentation. Donc déjà, il y a un gros souci d'urbanisation, d'augmentation des activités sur le littoral. Et après, il y a toute une nouvelle tout un pan d'activité économique qui se découvre. Il y a un siècle, tout le monde avait, enfin je caricature, tout le monde avait un peu peur de la mer. Beaucoup de gens ne savaient pas nager. Puis est arrivé un fort tourisme qui ne cesse d'augmenter. Et maintenant, l'océan apparaît comme la source des ressources du futur. Il y a déjà tout ce qui est lié au transport. Donc, le transport maritime représente plus de 80% des échanges commerciaux sur la planète. Et il y a la communication. 90% de nos échanges téléphoniques et autres, et Internet passent par l'océan, par les câbles sous-marins. Mais il y a aussi la pêche et l'aquaculture. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la pêche et l'aquaculture représentent déjà plus de la moitié de l'apport en protéines de l'être humain, enfin, sur la planète, et que tout ça, c'est en forte augmentation. La pêche, même si on arrive à l'optimiser petit à petit avec le spatial, est soumise aussi à tout ce qui est pêche illégale, ce qu'on appelle la pêche INN, dont l'importance est au même niveau que la pêche légale. Et il y a aussi les problématiques de pêche accidentelle. Donc tout ça, par le spatial, on essaye euh, d'y aller, d'y répondre, de voir un peu jusqu'où on pourrait aller sur la gestion des quotas et puis le suivi de la diminution des espèces. Et après, l'autre pan, c'est l'aquaculture. Donc, c'est vraiment le domaine qui est en forte augmentation. Et là, il y a toute une manière de gérer les fermes aquacoles qui sont très dépendantes de l'état de mer, de pollution, que ces pollutions soient humaines ou naturelles. Et donc, il y a énormément de choses à faire là-dedans. Ensuite, au niveau économique, il y a tout ce qui est extraction. Donc déjà, pour tout ce qui est BTP, bâtiment, on va chercher le sable et les graviers en mer, beaucoup de sable et de gravier. Mais déjà se profile aussi tout ce dont vous entendez parler sans arrêt, tout ce qui est extraction des métaux lourds et tout ça. Alors depuis l'espace, on ne voit pas très profond, mais on peut voir beaucoup de choses et surtout, on peut, au niveau communication, suivre ramener des données, récupérer et ramener des données qui sont mesurées en haute mer. Donc, on est aussi impliqué dans ces aspects d'exploration. Et alors, donc, toute cette évolution est soumise au changement climatique. Actuellement, tout le monde est concentré sur ce changement climatique, ce qui est important. Et donc, avec le spatial, il faut voir qu'on arrive à mesurer énormément de choses. On peut mesurer l'acidification de l'océan, les variations de sa température, les écosystèmes, la chlorophylle. On peut mesurer les vents, les vagues, les courants. On peut mesurer la hauteur du niveau de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paysage marin n'est pas plat, même si à bord de votre bateau, ça semble un horizon très plat, mais en réalité, il y a des différences de hauteur très fortes. Et donc, toute cette géométrie, toute cette géographie évolue avec de plus en plus de tempêtes et la montée du niveau de la mer. Donc, l'augmentation des tempêtes, ça va générer de la submersion, dont on entend de plus en plus parler, et aussi un phénomène qui est de plus en plus suivi, c'est le déversement des bassins versants. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est notamment pollution plastique provient principalement des fleuves suite des grands orages, à des inondations. Et de même, il y a tout ce qui est turbidité de l'eau. Donc, le CNES a un centre en Guyane et on connaît bien tous les dépôts sédimentaires qui viennent de l'Amazone à plusieurs centaines de kilomètres et qui couvrent les 200 ou 300 premiers mètres du bord de mer de Guyane par une eau qui est totalement opaque. Après, donc, quand je parlais d'acidification, température, invasion, donc ça touche souvent aux écosystèmes. Donc, ça nous sert pour la pêche, mais ça sert aussi pour tout ce qui est suivi des écosystèmes comme les posidonies, le corail, l'arrivée de nouvelles algues. Donc, on parle beaucoup des sargasses. Et puis,
donc, tous ces aspects-là, avec le satellite, on arrive à les voir et à suivre un petit peu. Au niveau du suivi de la bande côtière, on parle beaucoup du trait de côte, mais on s'aperçoit maintenant, et avec les autres organismes français, on est en train de s'orienter vers une stratégie dans ce sens-là. Au lieu de parler du trait de côte, on va parler de la bande côtière, parce que quand le niveau de la mer monte, et il faut savoir qu'il monte de plus en plus vite, hein, on- on envisage d'ici à peu près 50, plus de 50 ans, une 80 ans, qu'il y ait une augmentation au minimum de 55 centimètres du niveau de la mer. Donc, les plages, tout ça, il va y avoir énormément d'évolution. Et ça touche pas loin de plus de 5 millions d'habitants sur le bord du côtier français. Donc, c'est très important de suivre tout ça. Et ça va influer sur les activités maritimes, d'accord, mais sur l'urbain, sur les villes, sur les ports, sur l'agriculture. On fait avec les fameux jumeaux numériques, on fait des projections. Et donc, tous les terrains agricoles vont être inondés, enfin, peuvent être inondés, les infrastructures, les entreprises, tout ça va être appliqué. Donc, le satellite dans tout ça devient un outil qui a son importance parce que grâce à sa vision complète de la planète, permet d'avoir une algorithmie cohérente sur toute la planète et mieux comprendre tous ces phénomènes. Voilà, d'où l'intérêt du satellite, d'où la priorité que nous avons mis sur ces aspects-là. Alors, merci beaucoup, Eric, pour ce panorama de tout, effectivement, la très, très grande diversité et le côté extrêmement stratégique de tous ces sujets. Alors, peut-être avant de rentrer dans les limites à surmonter, peut-être une question par rapport euh, à la décision du CNES, hein, entre guillemets, décision de travailler particulièrement sur ce sujet-là ou d'appliquer le spatial au monde marin. Est-ce que c'est spécifique au CNES et est-ce que c'est une particularité ou est-ce que d'autres pays ou d'autres régions utilisent les satellites pour les mêmes raisons ou est-ce que c'est plutôt le CNES qui aurait vocation à être l'expert dans cette question de l'utilisation des satellites et du spatial pour mieux observer, comprendre et trouver des solutions au monde marin? Alors, ce qui se passe, c'est que par notre position au niveau, enfin, par l'étendue du territoire français au niveau marin, euh, très tôt, au niveau du CNES, nous nous sommes sentis investis par tout ce qu'on appelle maintenant l'océanographie opérationnelle. Et avec les Américains, nous avons développé des solutions. euh, les altimètres Poséidon qu'on trouve dans les satellites Jason et maintenant dans les satellites Sentinelle de l'Europe. Et donc de suivre un peu toutes ces activités maritimes et tout ce qui est lié à l'océan. Donc on est vraiment parti sur ces aspects-là et on est devenu un peu, la France cumule hein, une expertise très forte dans tous ces domaines-là. Et de plus, au CNES, il y a beaucoup de personnes qui sont, comment dire, un peu, qui ont la passion un peu du spatial. Et vous vous souvenez peut-être des photos de la Terre prises par les astronautes. Quand on voit cette petite bille bleue au milieu du grand noir spatial, euh, et en ce moment, beaucoup de gens en parlent. Le devenir de cette petite bille apporte beaucoup à tous les personnes au CNES, à tous les ingénieurs et donc c'est une sensibilité très forte qu'on a au CNES d'avoir un développement durable. On essaye de réfléchir aussi à avoir des satellites durables. Donc cette philosophie, cette double philosophie d'une forte orientation vers l'océan et d'un respect de notre planète nous a amené à s'ouvrir fortement sur le spatial pour la protection de l'océan. Alors, peut-être pour revenir au panorama que tu faisais au départ, est-ce qu'il y a, parmi tous les enjeux que tu citais, est-ce il y en a qui sont plus avancés ou plus traités que d'autres aujourd'hui? Je pense, si je regarde un peu les grandes thématiques que tu as abordées, la question de la surpêche, pêche illégale, surpêche, ferme aquacole, la question de la pollution marine, des risques environnementaux, la question de la sécurité maritime, du trafic, mais aussi toutes les activités sur la bande côtière. Est-ce que parmi ces sujets-là, il y en a un particulièrement qui est plus avancé, plus traité par vos travaux? Alors,
tout ce dont j'ai parlé, ça représente un peu les directions sur lesquelles on travaille. Dans le passé, on a surtout travaillé sur tout ce qui est surveillance maritime, donc surveillance des comportements des bateaux, donc qui permet de voir tout ce qui est trafic de drogue, euh, tout ce qui est migration, tout ce qui est de comportement des pêcheurs illégaux. Tous ces aspects-là, on l'a beaucoup développé. C'est un domaine où on a bien avancé. C'est le domaine qui est peut-être le plus avancé. Par contre, actuellement, on est en train de passer d'un monde scientifique s'appuyant sur des modèles à un monde plus opérationnel dans tout ce qui est la fourniture des données qui permettent un peu de suivre l'état de notre océan et l'évolution de l'impact de nos activités sur cet océan. Et a fortiori aussi les impacts de cet océan qu'on force à changer sur nos activités à nous. Donc, Et du c'est coup, la nouvelle priorité qu'on se donne. d'accord. Par rapport à ces questions de l'utilisation de technologies satellites, alors, peut-être que c'est peut-être rentrer un peu dans la technique que d'expliquer comment ça fonctionne, mais plus globalement, même si tu veux en dire deux mots pour expliquer la manière dont ça fonctionne, ou est-ce que c'est le développement de nouveaux instruments hein, qui sont plugués sur les satellites, alors je parle en total candide, mais plus largement par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il y a des limites à surmonter aujourd'hui pour étendre ou démocratiser, mais aussi peut-être réguler la question de l'utilisation de toutes ces données que vous récoltez. Je pense notamment à des questions comme le coût de ces technologies, comme des questions de traitement des données, de confidentialité des données, cadre réglementaire autour de ces données, ou également le risque de dépendance à ces technologies spatiales. Alors, c'est une très bonne question. Donc, pour poursuivre l'océan, avec le spatial, on peut faire énormément de mesures diverses et variées. On travaille sur tout le spectre des bandes fréquences pour un peu regarder dans tous les sens la planète. On fait des sondages, on fait des images, on fait plein de choses. Donc en optique, en radar, en infrarouge thermique. On fait un peu on va un peu dans toutes les technologies. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, oui, des altimètres radars aussi. Mais jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé pour la recherche, donc une des missions principales du CNES, et un petit peu pour les décideurs, notamment côté défense, pour l'observation de la Terre. Mais c'est des systèmes qui génèrent des modèles, qui fait qu'au travers des modèles, alors je prends souvent l'exemple du commandant de bord d'un navire. Le commandant de bord d'un navire, pour faire son routage, il s'appuie sur des modèles et puis tant que tout va bien, il va suivre le courant qu'on lui indique. Et s'il a des voiles, il va chercher le bon vent et tout. On va l'aider à trouver le bon vent. Mais le problème, c'est que quand il y a une tempête qui arrive ou quand il y a des changements rapides de météo, lui, les modèles ne lui suffisent plus. Je ne sais pas si vous avez suivi le Vendée Globe cette année. De nombreuses fois, les marins, ils ont été un peu dans l'expectative suite aux modèles qui n'étaient pas tout à fait, qui ne fournissaient pas tout à fait l'information qu'ils voyaient, qu'ils constataient de visu. Et un commandant de porte-container m'a dit, les modèles, c'est bien, mais moi, ce que je veux savoir, c'est dans 15 minutes, quelle est la taille de la vague qui va me tomber dessus, quoi. Et donc, l'évolution actuelle ou l'évolution, les objectifs actuels, c'est vraiment d'aller vers un temps beaucoup plus réduit, d'une revisite beaucoup plus forte dans l'acquisition des données et de toutes ces données dont on dispose pour bien connaître cet océan et bien le protéger. Et donc, ça sera possible de savoir la taille de la vague dans 15 minutes. Alors peut-être pas cette année ni l'année prochaine, mais d'ici une dizaine d'années, oui, pas de souci. On sait D'accord. déjà mesurer la taille des vagues et ce qu'il faut, c'est juste multiplier les satellites pour pouvoir avoir le- l'échelle temporelle qui descend jusqu'à 15 minutes. Alors justement, peut-être je rebondis sur ton point sur la multiplication des satellites, euh, puisque c'est un sujet dont on entend parler. Je lisais un article où je ne sais plus dans quelle ville, c'est insupportable parce qu'ils voient des fusées passer des fusées passer sans arrêt. Est-ce qu'il y a là une concurrence ou une problématique particulière qui est liée notamment, alors je pense à évidemment la concurrence
d'organisations similaires au CNES partout dans le monde, mais plus spécifiquement à l'arrivée de nouveaux acteurs privés, bon, les plus connus étant SpaceX, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est un véritable enjeu, cette question de concurrence et d'occupation dans l'espace des différents satellites? Alors, c'est une grosse problématique que nous, en France, on est en train d'essayer d'intégrer dans la loi. On est le premier pays à avoir intégré dans la loi française des outils de gestion, de contrôle de l'espace, de tout l'espace et de l'activité humaine dans l'espace. Donc, on demande quand des acteurs du spatial passent par la France, aussi bien par les lancements en Guyane que par des développements de parties des composantes de satellites. Donc, on est vraiment rigoureux, on a des lois et ces lois évoluent en tenant compte des constellations. Il est vrai que quand on voit des constellations comme celle de Starlink qui compte aller jusqu'à 40 000 satellites, alors c'est un gros chiffre. Après, ce qu'il faut voir, c'est que vous prenez le rayon de la Terre, vous rajoutez 500 km, ça fait un rayon et vous semez des petits satellites de manière tout à fait régulière sur cette sphère qui est énorme. Donc, c'est gênant, c'est dangereux, mais c'est encore un peu viable. Mais il faut s'y prendre maintenant pour contrôler, pour arrêter l'expansion de ce nombre de satellites. Alors ça, c'est des satellites qui font des télécoms. Euh, Vous comprendrez bien qu'avoir une interruption au milieu d'une discussion téléphonique ou d'une visio comme là maintenant, parce qu'il n'y a plus de satellites, c'est gênant, parce il y a un trou dans les satellites, c'est gênant. Par contre, en observation de la Terre, on vise les 15 minutes et s'il n'y a pas d'informations pendant quelques minutes, c'est pas trop gênant. Les phénomènes géographiques et météo, globalement, ils sont pas si rapides que ça. Donc, il n'y a pas besoin d'autant de satellites pour avoir les informations à 15 minutes. Une centaine ou 200 satellites devraient suffire pour couvrir la planète correctement. Sachant qu'en télécom, les satellites qui sont en géostationnaire à 36 000 km, eux ont la vision de toute la planète et n'ont pas besoin d'être aussi nombreux que ça. Donc, il y a une réflexion et il y a un passage à la loi qui est en train de se faire. Et dans le cadre de cette réflexion, est-ce qu'il y a également d'abord une rivalité sur l'utilisation de l'espace par les différents acteurs? Et est-ce qu'il y a aussi des stratégies de mutualisation, d'utilisation des satellites pour différentes missions, de combinaison entre un satellite qui ferait de la communication et qui ferait de l'observation ou autre? Est-ce que ça fait partie des stratégies? Alors, ta question a plusieurs branches. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que le monde spatial, même si avec le New Space, les prix tombent, ça coûte assez cher. Donc, on est en train de partir sur des notions qu'on appelle les constellations virtuelles. Donc, au niveau scientifique, par exemple, on a un organisme au niveau mondial qui s'appelle le CEOS, qui regroupe une grande partie des agences spatiales. Et donc, au niveau scientifique, ils sont en train de faire des constellations virtuelles qui permettent de regrouper les moyens d'un peu toutes ces agences pour des travaux scientifiques. Côté CNES, en vue de l'UNOC du mois de juin, on est parti de cette réflexion pour se dire quels sont les efforts que tous les acteurs du spatial, aussi bien les agences que les utilisateurs, que les opérateurs, peuvent faire pour fournir de manière la moins chère possible, voire gratuite pour les petits pays qui n'ont pas de moyens spatiaux, pour avoir l'information qui leur sert justement pour la protection de l'océan. Et c'est dans ce sens-là qu'on va créer, partager des données, partager par exemple dans le système Copernicus européen qui regroupe tous les moyens européens de suivi de la planète, à grande résolution, il est vrai, mais c'est toujours ça. On est en train d'y agglomérer des acteurs privés et d'autres acteurs pour constituer des banques de données de plus en plus importantes pour pouvoir mieux comprendre, connaître, suivre et réagir sur l'évolution de notre planète, et notamment Ah, l'océan. alors peut-être une dernière question avant de passer aux questions des participants, euh, d'évoquer, pour rebondir sur ce que tu disais, de difficultés d'accès, enfin le coût d'entrée au spatial et la difficulté d'accès à un certain nombre de pays ou de régions. Peut-être parler
notamment du rôle du spatial pour les États insulaires et ces tout petits États qui sont les premiers touchés par les effets du changement climatique. Quelle est là la stratégie ou le type de partenariat qui est engagé, proposé pour apporter des solutions du spatial à leurs problématiques qui, elles, sont immédiates, concrètes, réelles et totalement visibles? Tout à fait. C'est pour ça, là, j'ai commencé à l'introduire un petit peu. En vue de l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies sur l'océan, au mois de juin à Nice, à la demande du gouvernement, mais un peu avec une forte volonté interne au sein du CNES, on a mis en place une alliance Space for Ocean, donc qui est de regrouper tous les moyens, enfin de discuter sur comment on regroupe au mieux tous les moyens du spatial pour fournir justement cette information dont ne disposent pas les petits États insulaires ou d'autres pays qui vont être très fortement atteints par les évolutions du changement climatique, de la perte de biodiversité, voire même il y a tout ce qui est pêche illégale, puisqu'il y a des pays qui vont pêcher les ressources halieutiques d'autres pays et tout. Donc, tous ces éléments-là, on va essayer de les mettre en commun. La Norvège développe beaucoup de systèmes de surveillance des pêches. Nous, on est parti sur tout ce qui était la bande côtière, l'analyse de la bande côtière. Tout ça, ce sont des briques de tout un système à mettre en place pour, pour de manière opérationnelle, in fine, pouvoir apporter les meilleures informations à ces États qui n'en ont pas. Bon, donc le multilatéralisme existe encore dans le spatial et l'océan Mais combiné. on a une chance dans le spatial. Euh, bon, on donne cet exemple qui est un peu caricatural, mais qui est quand même à retenir. C'est qu'actuellement, il y a un seul domaine vraiment sur la planète où les Américains et les Russes travaillent ensemble, c'est dans la station spatiale. Et Mm. donc, au niveau, quand on a envisagé cette alliance des acteurs du spatial pour l'océan, la NASA, mais aussi le CNSA chinois, ils ont tous réagi rapidement et ils sont tous en train d'analyser comment venir dans cette alliance. Donc, c'est vraiment, ils ont tous intérêt à venir à minima dans cette alliance parce que eux aussi sont concernés. Merci beaucoup, Eric. Je vais passer aux questions. Donc, peut-être la première question rejoint, tu viens d'y répondre en partie. Donc, c'était est-ce que les travaux sont partagés avec d'autres pays? Donc, tu viens d'y répondre. Mais également, peut-être, et la question portait également sur est-ce que les données sont partagées avec d'autres scientifiques? Il y a des scientifiques du GIEC notamment. Et la question suivante, c'est est-ce que le CNES travaille avec des associations? La question est posée par exemple pour Bloom qui défend les aires marines protégées. Alors, sur la première question, donc, au niveau du GIEC, ce qu'il faut savoir, c'est que le GIEC a défini un certain nombre d'indicateurs, les variables essentielles. Et donc, plus de la moitié des variables essentielles ne peuvent pas être mesurées sans le spatial. Et pratiquement la première, celle du montée du niveau de la mer, c'est le spatial qui fournit l'information. On a des captures, des mesures in situ, ce qu'on dit in situ là, sur la Terre, qui permettent d'avoir des infos, mais des infos qui ne peuvent pas être étendues à toute la planète, à tout l'océan de la planète. Seul le spatial peut permettre de voir la montée du niveau de la mer de manière régulière. Quelque part, c'est un peu la faute au spatial si on sait que la mer monte. Alors la Voilà. question, du coup, la Et question du coup, avec Bloom, alors, ouais, avec Bloom notamment, ouais. Bloom je sais pas, je crois pas enfin, je ne sais pas s'il y a des travaux avec eux. Par contre, on travaille déjà avec des acteurs comme le WWF, on a fait aussi des travaux avec, comment il s'appelle, Greenpeace. Donc, rien n'est interdit. Le tout étant que le CNES est un organisme d'État et donc il faut que les rapports entre ces institutions et l'État soient aimables. Et à partir de là, tout peut passer. Bon, bah, du coup, on vient d'apprendre que Greenpeace avait des relations aimables avec l'État. On ne dirait pas, mais oui, quelque part. Alors, du coup, la question, parce que et très logiquement, si les bénéfices sont prouvés grâce à vos données scientifiques, ou en tout cas l'état des lieux déjà, mais également
des évolutions dans le sens positif quand sont mis en place un certain nombre de projets, si les bénéfices sont prouvés grâce à vos données scientifiques, pourquoi les décisions politiques ne vont pas dans ce sens? Alors ça, je ne sais pas y répondre. Je n'en dirai pas plus. Euh, Ça évolue, ça évolue. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est rentré dans, je travaille sur l'aspect maritime avec un ami. Quand on a commencé à travailler là-dedans, on s'est aperçu rapidement de tous ces challenges, toute cette vision importante pour la planète. Et on s'est rapproché rapidement d'acteurs décisionnels. Et c'est grâce à eux que, par exemple, Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, qui est l'organisateur de l'UNOC à Nice, c'est lui qui, après, au nom de l'État, est venu nous dire, mais il faut vraiment concrétiser vos réflexions, aller jusqu'au bout et montrer que le spatial veut protéger l'océan. Donc, la question a un intérêt, c'est qu'elle parle des données scientifiques. Tant qu'on reste au niveau scientifique, quelque part, le politique reste loin. Quand on commence à dire que, ben, par exemple, il y a plus de 860 communes françaises qui sont en danger à cause des submersions qui arrivent de plus en plus souvent, quand on sait qu'il y a des villes, rien que par la montée du niveau de la mer en métropole, mais aussi il y a des villes qui sont déplacées déjà à Saint-Pierre-et-Miquelon. Miquelon est déplacé. Il y a des villages en Nouvelle-Calédonie, des villages en Guyane qui sont déplacés à cause de la montée du niveau de la mer. Quand on commence à parler, entre guillemets, opérationnel, en temps réel, là, les politiques commencent à se poser des questions. Et quand on a présenté, là, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, notre vision un peu au MTE, au ministère de la Transition écologique, on a intégré les réflexions sur la stratégie française dans ce cadre-là à grande vitesse et tous les organismes étaient heureux de nous voir arriver. Donc, on était, entre guillemets, la science, on en a énormément besoin. Elle nous a fait avancer à grands pas. Mais maintenant, c'est le passage à l'opérationnel qui est important et le politique commence à s'en rendre compte. Alors peut-être, Et je avec notre reviens. président qui est devenu le ministre de l'Éducation et de la Recherche, on croise les doigts. Juste peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, avant de passer à une question plus technique ou scientifique, je n'avais pas pris la mesure de l'importance du spatial pour les océans. Comment faire connaître votre mission et information au grand public, si tant est que tu veuilles que tout le grand public soit au courant de tout ça. Alors, l'idée serait bien que le grand public soit au courant de tout ça, mais alors, comme je l'ai dit un petit peu dans mon discours, on vient d'une situation scientifique où on travaillait sur des modèles et on est en train de basculer sur une vision plus opérationnelle, un peu comme tous les indicateurs, tous les voyants que vous avez dans votre voiture. Et donc, on n'est pas encore arrivé à ce niveau de suivi, de mesure, de connaissance et de suivi de la planète et notamment de l'océan. On espère qu'avec l'UNOC, il va y avoir un nouveau pas qui va être franchi. Et donc, à partir de là, on va un peu plus communiquer au niveau grand public, un peu plus aller vers porter cette connaissance de manière plus large. Mais pour l'instant, on était un petit peu trop scientifique et donc dire aux Dans gens, la logique de vulgarisation finalement. voilà, la Ouais. vulgarisation va venir, mais c'est encore un peu trop tôt parce qu'il faut qu'on puisse montrer qu'on répond bien à la question. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore assez d'instruments. Et c'est des instruments qui sont, entre guillemets, dégradés, enfin en low cost par rapport aux instruments scientifiques. Mais il faut les construire, il faut les mettre à poste, il faut qu'ils soient en orbite et tout ça. Ça prend un peu de temps. Je me permets juste une petite question sur la question. Il y a quand même, par rapport à tout ce que dont tu nous as parlé, il y a quand même public, je ne sais pas, sur le site du CNES ou de travaux édités par le CNES, un certain nombre quand même de données sur les sujets que tu as évoqués qui sont Oui, oui, tout à fait. accessibles. On peut j'imagine, sur le site du CNES. Il y a un peu sur le site du CNES, mais le site du CNES est très orienté sur nos projets spatiaux, pas trop sur toute cette philosophie. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour s'orienter là-dessus. D'accord. Ça fait que 4 ans qu'on travaille là-dedans, quoi. Donc, il faut nous Bah laisser alors, arriver. Eric. Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que je Bah fais? Je suis alors. d'accord. Alors maintenant, je vais venir aux questions scientifiques. Il y en a deux.
Donc, l'océan absorbe plus de 25% de nos émissions de GES. Dans votre travail, pouvez-vous constater la dégradation de ce régulateur du climat? Et si oui, est-ce que le taux d'absorption est mesurable? Alors, on ne sait pas encore très bien comment le mesurer. Ce qu'il faut voir, c'est que comme le- les rayons du soleil, les mesures satellitaires ne pénètrent pas beaucoup dans la mer. On va pouvoir voir des choses avec les systèmes optiques actuels, on va jusqu'à 10-15 mètres quand l'eau est pas trop troublée. Avec de nouveaux moyens, si on arrive à multiplier l'hyperspectral, les outils qui font de l'hyperspectral, c'est un peu technique, mais c'est qui permet de vraiment voir dans toutes les bandes spectrales très fines, donc avoir plus d'informations plus précises. On compte aller un peu plus loin, jusqu'à 20 mètres, 25 mètres. Et après, peut-être dans un futur, on ne voit pas encore trop arriver, mais des lidars qui permettraient d'aller un peu plus profond, jusqu'à 30 mètres. On pourrait avoir une couverture intéressante de tout ce qui est la gestion de la photosynthèse, la génération enfin, l'impact chlorophyllique de la mer. Mais pour l'instant, nos satellites ne le permettent pas encore très bien. On commence à avoir des acteurs qui proposent des moyens de surveiller l'apport de champs de posidonie, de champs d'algues et tout sur la capture du CO2, mais ça débute. Là, c'est vraiment la dernière priorité parce que c'est compliqué avec le satellite. Alors, une autre question qui est scientifique, et technique et géopolitique, hein. Le CNES est sans doute partie prenante de Galileo, le GPS européen, dans ce souci d'indépendance technologique qui s'affirme fortement en ce moment. Galileo est-il d'ores et déjà opérationnel? Alors, le CNES est à l'origine des spécifications de Galileo. Donc, c'est des gens du CNES qui ont aidé la Commission européenne à écrire toutes les spécifications du système. Politiquement, ça a été très difficile à mettre en place, mais ça fait déjà 1 an que Galileo est complètement opérationnel. Et pour beaucoup de smartphones qui sortent maintenant, hein, depuis 6 mois, plus de 6 mois, les puces qui font de ce qu'on appelle le GNSS, la navigation de manière globale, sont capables de recevoir du Galileo. Donc, grâce à ça, tous les outils comme Waze, comme Plan, tout ça que vous utilisez sur vos smartphones sont beaucoup plus précis qu'il y a 1 an ou 2. Galileo est opérationnel à 1 mètre et avant la fin de l'année, il sera opérationnel avec une précision de 20 centimètres. Donc, vous pourrez savoir votre position à 20 centimètres près grâce à votre téléphone. D'accord. Donc, quand vous regardez les descriptions des smartphones, c'est précisé en général navigation, GNSS, et ça vous donne tout, et Galileo est dedans comme GPS, et même comme les Russes et les Chinois, Baidu et GLONASS. Merci beaucoup, Eric. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On n'est pas très nombreux, donc si vous voulez poser vos questions en allumant vos caméras et micros, n'hésitez pas. Je pense que vous êtes autorisé à le faire. Je ne crois pas que je doive intervenir pour vous y autoriser. Donc voilà, comme Eric est là encore quelques minutes avec nous, si vous voulez poser les questions de vive voix, Je suis ce à l'écoute. ce sera plus sympathique, mais peut-être que les gens ne peuvent pas. Mais normalement, je pense que si. Je vais Ils sont regarder si tous en rouge, tous fermés. ils sont tous en rouge, tous fermés, mais je ne sais pas si c'est parce que on les autorise pas. Ah bah si, voilà, les gens peuvent se connecter. Voilà, Michel. Ah, on Alors, n'entend ton pas. micro est coupé en revanche. Il est toujours coupé. Voilà, Ça a Exact. piqué. voilà, c'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu avais une question pour Eric avant que Eric nous quitte par rapport à Non, tout ce mais qui a été. c'est moi qui suis à l'origine de la question sur Ouais. le GPS, là, c'était un côté un peu intéressé hein, par rapport à la navigation en bateau. Donc, j'ai appris qu'il était, oui, effectivement, précis à 20 centimètres, donc c'est plus que suffisant. Après, c'était sur le trait de côte, c'est la question, effectivement, de ce suivi du trait de côte est tout à fait passionnante aussi. Avec tous les enjeux qu'elle pose sur le devenir des populations et de nos paysages.
maintenant, je ne sais pas, est-ce que par rapport à peut-être en relation avec le CHUM, vous établissez des cartes Alors, prospectives? non, non, voilà. Alors, comment on a structuré notre intervention sur la bande côtière? On va mesurer de trois domaines trois secteurs. Donc, tout ce qui est bathymétrie, morphologie, tout ce qui est la santé des écosystèmes et tout ce qui est la dynamique de l'océan, donc courant, vent, vague. Et jusqu'à présent, donc, comme je vous le disais, ça travaillait beaucoup par modèle. Et là, on va essayer de passer dans un temps un peu plus réel, c'est-à-dire que tout ce qui est bathymétrie, qui générera des cartes derrière, on va essayer de le faire au moins de manière mensuelle. Tout ce qui est suivi des écosystèmes, essayer de descendre jusqu'à la journée. Et courant vent vague, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben ça, c'est des informations pour les déplacements des pollutions et tout ça, sont très importants. Et donc, descendre à la quinzaine de minutes, ça, c'est un bon objectif. Si on arrive déjà dans un premier temps à l'heure, ça sera déjà très bien. Voilà. Et donc, avec tout ça, donc sur notre projet, pour sortir toutes ces données, on est en accord avec le DRGM, avec l'OFB, avec Météo France, et derrière, on retrouve Ifremer, le CHUM, tous ces acteurs-là. Donc, c'est un projet qu'on a pu mettre en place dans le cadre France 2030, et on espère que quand il sera opérationnel, ça sera un outil important pour la stratégie française sur le suivi de la bande côtière. Parce que Ça peut avoir. pour l'instant, le CHUM, avec son outil Litho 3D, il fait des mesures de bathymétrie très précises, hyper précises, mais tous les 2 ou 3 ans. Là, nous, on sera peut-être un peu moins précis, mais par contre, on va voir les évolutions tous les mois, au moins tous les mois. Et si on peut faire mieux, on essayera de faire mieux. Est-ce que ça peut avoir des incidences sur le côté réglementaire de la construction sur cette bande côtière avec cette fameuse code de référence qui est associée à, je sais pas, 2050, 2000, enfin 2100? Ben, toutes ces informations-là donc, vont donner des informations plus précises, mais sur la vie de tous les jours. Donc, au niveau légal, c'est toujours les aspects scientifiques, c'est le CHUM avec le litho 3D et tout, avec des mesures beaucoup plus précises, qui aura une mode vision un peu de tout, de l'évolution de la bande côtière. Je ne sais pas ce que ça va devenir. On débute ce projet, donc on verra plus tard. Mais il est sûr on espère enfin, on est pratiquement sûr que nos données vont permettre d'avoir une prise en compte plus saine et plus sereine de l'évolution de cette bande côtière. Et derrière, on a engagé avec IGN et d'autres acteurs des réflexions sur les jumeaux numériques de la bande côtière. Et donc, avec ça, on pourra un peu faire de la prévision sur qu'arrive-t-il en cas de submersion, qu'arrive-t-il en cas de tempête, d'inondation des rivières côtières, des choses comme ça. Donc, on est vraiment parti dans toute cette vision globale de la bande côtière. Mhm. Valérie, j'ai vu que vous vous connectiez pour poser une question. Je me permets juste de poser une question que Caroline a posée dans le chat et je viens à vous. Caroline demande, comment vous mesurez-vous la présence du plancton? Est-ce juste la présence de couleur verte? Alors oui, la base, c'est la chlorophylle A qu'on va mesurer. Et donc, s'il y a de la chlorophylle A, enfin du phytoplancton, on va trouver du plancton derrière qui va venir. On va, on a nos scientifiques qui ont sorti des algorithmes justement permettant de faire le passage de l'un à l'autre. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi la température de l'eau. Le plancton aime bien être à l'interface entre des masses d'eau chaude et des masses d'eau froide. Donc, pour connaître cet écosystème et sa manière de vivre et de se nourrir, on fait de longues mesures et après on essaye de modéliser tout ça pour à partir des mesures de température, d'acidité, de chlorophylle, essayer d'estimer la présence justement du phytoplancton, du plancton, des carnivores au-dessus et des cétacés et grands animaux par là-dessus. Voilà un peu comment on travaille. Valérie, je vous laisse poser votre question. Alors, moi, je suis arrivée un petit peu en retard et je vous prie de m'en excuser. Donc, peut-être que vous l'aviez abordé, mais est-ce que c'est par des visions satellites que vous repérez ce fameux océan de plastique sur l'océan? Alors, l'océan plastique,
Enfin, le continent, je crois qu'on l'appelle le continent. Le Oui. septième continent. Voilà. Alors, on arrive à voir des gros morceaux de plastique et après, on a différentes manières de mesurer l'impact du plastique, notamment par rapport avec des radars, par l'évolution des vagues. C'est-à-dire que quand Ah, l'eau est un peu plus lourde parce qu'il y a du plastique, de la présence de plastique, elle aura tendance à être un peu plus lissée, un peu plus, avec des vagues moins cassées. Mais pour l'instant, ce sont que les débuts dans la mesure du plastique. On a des scientifiques, notamment à Perpignan et à Montpellier, qui réfléchissent à développer des outils pour mesurer spécifiquement le plastique. Mais sinon, de lui-même, le plastique, quand il est morcelé en morceaux microscopiques, le satellite ne peut pas le voir. d'accord. On peut juste voir l'influence que ce plastique a sur le comportement de la mer. D'accord. Mais alors, ça veut dire, si j'ai bien compris tout à l'heure, les satellites ne peuvent pas aller en profondeur. Donc, tout ce qui a été découvert là dans les abysses, je crois que c'est une fosse près de la Grèce avec une abysse recouverte, enfin pleine de plastique, ça ne peut pas être du fait d'un satellite. Ça, c'est pas possible. OK. C'est un peu. Enfin, nous, on va intervenir. Là où on commence à travailler actuellement, c'est que euh, les organismes marins, l'Ifremer, des gens comme ça, ont des sous-marins automatiques, des gliders, des choses comme ça, qui vont aller sous l'eau. Et comme il faut couvrir beaucoup de surface et tout ça, la tendance est à avoir de plus en plus de ces entre guillemets, drones sous-marins. Et Mhm. comme ils vont être nombreux, qu'il ne pourra pas y avoir tout le temps un navire à côté, donc l'idée, c'est d'avoir des drones en surface qui font l'interface entre les grandes profondeurs, le satellite qui renvoie après l'information jusqu'à la Terre, jusqu'au centre de recherche. Mais on D'accord. interviendra donc uniquement sur le recueil de la donnée. Mais sinon, en analyse directe, pour l'instant, en dessous de 10 mètres, on ne voit rien. Oui, alors donc les abysses, c'est pas encore. Ah non, ils sont très très profonds pour nous, hein. Merci Mais, mais, Valérie. mais Alors, très, mais très pollué Mais néanmoins. quand même très pollués, oui, tout à fait. merci Merci. Valérie. Moi, j'ai une question, Eric, pour rebondir sur ce dernier échange et notamment sur les nombreuses compétences scientifiques qui sont agrégées ensemble pour faire les travaux que vous menez. Alors, une question qui va être un peu provocatrice. Il y a aujourd'hui, en ce moment, il y a 3 scientifiques sur 4 qui sont quasiment du niveau prix Nobel aux États-Unis qui envisagent de quitter les États-Unis. Est-ce que le CNES est intéressé par récupérer, entre guillemets, ces chercheurs ou scientifiques qui demandent asile? Alors, j'ai pas la position normalement de répondre à cette question parce que je suis Non, pas au non, bien cœur sûr. des réflexions au niveau. Ce que On je peux avait dire, dit tu as le droit de ne pas répondre quand tu ne peux pas voilà, répondre. mais je peux quand même donner des éléments de réponse. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et l'ancien président du CNES, la NASA et surtout la NOAA, donc les deux organismes qui utilisent beaucoup de satellites aux États-Unis. La NOAA, c'est pour tout ce qui est météo et atmosphère, et océan aussi. La NASA, c'est encore plus scientifique. Euh, les scientifiques souffrent beaucoup dans ce domaine-là. On a un dénommé Elon Musk, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un peu dur avec eux. Et donc, le CNES réfléchit à voir comment intervenir là-dedans. Et donc, le ministère est très conscient de tout ça et il réfléchit et il envisage des solutions pour voir à faciliter l'arrivée de scientifiques américains sur notre pays. D'accord. Mais après, dans le détail, je Ah n'ai ouais. aucun. Non, mais c'était le sens de son intervention récente, là, c'était Oui, oui, hier, tout à ce fait. matin d'ailleurs, Ce matin sur France ce Inter. matin sur Ouais. Inter, où il ouais, c'est allé dans le Hmm. sens totalement de. Voilà, Est-ce la que. responsable scientifique de la NASA a été virée et donc Ouais, c'est bon, il y a beaucoup de gens chez nous qui la connaissent et donc ils seraient heureux de l'accueillir en France. bien. Merci beaucoup, Eric. Alors, une question. Est-ce que le CNES a rejoint le mouvement Stand Up for Science? Dans l'esprit, oui. Après, formellement, je ne sais pas. D'accord. Voilà, on est nombreux au CNES, donc je ne sais pas tout. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question de conclusion.
J'aurais été intéressée pour conclure de savoir, je sais que tu voyages énormément et que tu interviens dans différentes conférences, peut-être avoir un peu le panorama des grands forums ou événements ou grands-messes ou grandes institutions dans lesquelles le CNES aujourd'hui intervient. Je pense notamment à la COP, je pense à tout ce qui est engagé par l'ONU sur chaque année sur la biodiversité, sur le plastique ou que sais-je. Est-ce qu'il y a ces conférences-là, le CNES y est particulièrement présent, de plus en plus présent ou a vocation à l'être? Alors, le CNES, comme je le disais, on est un institut public et comme on est surtout, on n'a pas beaucoup de vrais chercheurs au CNES, on est surtout des ingénieurs. Donc les ingénieurs ont tendance à pas trop parler, pas trop faire de communication. Par contre, on aide et on pousse les scientifiques qui travaillent avec nous à aller dans les grandes conférences, à parler. Le spatial est un grand apport pour eux. Et donc à la COP, à l'IPBES, tout ça, on n'y va pas directement, c'est des scientifiques. Là sur l'océan, on a, enfin, pas que nous, toute la planète s'est rendu compte que l'océan était une urgence. Et donc, dans l'urgence, on a rapidement, Monsieur Philippe Baptiste a répondu pratiquement du tac au tac à la demande du gouvernement en disant oui, 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 le CNES va essayer d'impliquer le spatial mondial dans la protection de l'océan. Donc, c'est la première fois à l'UNOC où le spatial va commencer à avoir une présence forte dans la protection d'un élément de la planète. Bon, bah voilà une bonne perspective pour conclure. Merci beaucoup, Eric, c'était passionnant. Je vois que Oui, merci. je regrette que on n'ait pas été plus nombreux, mais tous ceux qui sont là mettent à chaque début de message, c'est passionnant. Donc, Voilà. effectivement, ça l'était. Et Merci à vous. un plaisir pour moi de mener cet échange avec toi. Merci à vous tous qui avez pu être présents. Le dialogue alors, Laurence dit, Eric, elle espère t'accueillir au Festival Atmos, que le CNES sera accueilli au Festival Atmosphère que Laurence pilote. Donc, donc Laurence, tu Pourquoi enverras pas, pas de souci. ton invitation à Eric. Pas de En souci. tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Et merci à tous. Et le dialogue sera disponible en replay comme à chaque fois. Donc, pour ceux les retardataires et surtout ceux qui n'ont pas pu être présents, on leur recommandera très chaleureusement de t'écouter. Merci Merci beaucoup. beaucoup à Et vous. bonne soirée à tous. Merci, Merci. Au bonsoir. revoir. Au revoir. Merci à vous. Et protégez bien l'océan. À bientôt. Effectivement, c'est le plus important. Ouais. Merci, Eric.